Bienvenue à cette webconférence qui s'inscrit dans le cadre du cycle de webconférences sur les solutions de chauffage urbain présents sur le territoire de Paris-Ouest La Défense concernant la rénovation globale en copropriété parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pour ce webinaire, nous allons nous concentrer sur les réseaux de chaleur présents sur les villes de Suresnes, donc le réseau Soclis et de Courbevoie. Petit point sur le programme. Donc, dans un premier temps, on va rappeler pour certains ou indiquer pour les autres qui sommes-nous, nous, à l'ECPOL, donc l'Agence locale de l'énergie. Dans un second temps, nous ferons un point sur la rénovation globale en copropriété. Puis, nous donnerons la parole à Samy Noir de Dalkia, que nous remercions encore une fois d'être présent avec nous, qui va nous présenter les eaux de chaleur donc, de la ville de Suresnes et de Courbevoie. Donc, qu'est-ce que l'ALECPOLD? Donc, l'ALECPOLD est le service public de la rénovation énergétique. Donc, l'acronyme, c'est Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, nous sommes l'ALECPOLD du territoire de Paris-Ouest La Défense qui regroupe 11 villes. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons notamment faire le focus cette fois-ci sur les villes de Suresnes et de Courbevoie. On est donc un espace France Rénov', donc on est l'espace France Rénov' du territoire de Paris-Ouest La Défense. Donc vous avez pour chaque communauté d'agglomération au niveau de la métropole du Grand Paris, mais au-delà de ça, à l'échelle nationale, vous avez un espace France Rénov'. Et donc, vous pouvez vous rendre sur le site francerénov.gouv.fr si vous n'êtes pas du territoire de Paris-Ouest La Défense et si vous voulez connaître votre interlocuteur local. L'ALECPOL, donc nos missions, donc tout d'abord, on est une ALEC très récente, donc on est opérationnel depuis janvier 2019. Et donc, nos missions principales, c'est d'encourager à la maîtrise de l'énergie et à la rénovation énergétique des bâtiments et d'accompagner notamment à la lutte contre le changement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre et de particules fines également, ce qui est également très important. Donc, on intervient en tant que tiers de confiance, donc totalement indépendant, totalement neutre et également gratuit. On a un service public, bien sûr, pour faciliter les projets. Donc, on s'adresse, là, en l'occurrence, pour le cas de ce webinaire-là, aux copropriétés, mais on s'adresse tout autant aux petits tertiaires et également aux maisons individuelles présentes sur notre territoire. Donc, on intervient sur le plan technique, juridique et également sur les aides financières. Mais au-delà de ça, moi, je dirais qu'on accompagne également d'un point de vue méthodologique, mais également lié à la communication, ce qui est très important en copropriété. Et donc, pour cela, on propose un parcours d'accompagnement, de la réflexion initiale jusqu'à la réalisation du projet de rénovation énergétique. Et pour cela, on a un outil principal qui s'appelle Coach CoPro, pour les copropriétés qui ne seraient pas encore inscrites sur Coach CoPro, c'est notre site d'accompagnement sur lequel vous allez trouver pas mal de ressources méthodologiques, informationnelles en général. Donc, vous allez notamment trouver tout un ensemble de documents, étape par étape de votre projet. Là, par exemple, c'est une capture d'écran sur la préparation du projet. Vous avez également un ensemble de documents sur la conception du projet, donc là, on est plutôt en phase étude, et enfin sur la réalisation des travaux. Vous allez également avoir la possibilité de vous inspirer de projets qui ont été réalisés dans d'autres copropriétés à l'échelle nationale. Donc pour cela, vous avez des fiches de copropriétés qui ont réalisé leur projet, qui est vraiment très intéressant et qu'on vous invite à consulter, donc sur lequel vous allez avoir une idée des travaux qu'elles ont réalisés, du coût de ces travaux-là, des aides financières obtenues. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une ressource qui n'est pas à négliger. Passons maintenant à la rénovation globale en copropriété. Qu'est-ce que c'est? Donc la rénovation globale en copropriété, on en entend de plus en plus parler, on va en entendre de plus en plus parler également. On est sur une idée de bouquet de travaux. Donc derrière l'idée de rénovation globale de la copropriété, on est sur une idée de bouquet de travaux. On est également sur une idée de gain énergétique, donc de projet qui permet un gain énergétique de 35 la rénovation globale, donc on est sur une idée de bouquet de travaux et de 35 de gain énergétique, alors qu'on était, il y a encore quelque temps sur une idée plutôt de geste par geste, donc travaux par travaux, ce qui n'est pas le plus cohérent, le plus performant. Et d'ailleurs, justement, les aides financières, donc je pense notamment à MaPrimeRénov' copropriété, est éligible à partir des 35 de gain énergétique, donc du bouquet de travaux et donc de l'idée de rénovation globale. L'intérêt d'un projet de rénovation globale, c'est qu'on ne regarde plus uniquement le poste spécifique à réaliser, mais on est sur une idée englobante. Donc, on intègre le projet
tant énergétique qu'architecturale, qu'en termes de charge également. Mais également, on a une idée de cohérence dans les travaux qui sont préconisés. Par exemple, quand on envisage un projet d'isolation des parois opaques, donc que ce soit mur ou toiture, voire même plancher bas, il faut, penser ventilation, par exemple. De la même manière, notamment dans pour les copropriétés qui seraient encore, composées de simple vitrage, il faut penser, heu passage de simple vitrage à double vitrage dans le cadre ou avant un projet d'isolation des murs par l'extérieur. C'est l'idée derrière, le principe de rénovation globale. Donc derrière ça, il y a un double objectif, c'est de réduire la déperdition énergétique de manière substantielle à travers les travaux de rénovation, d'isolation des murs, de la toiture, des planchers bas, de remplacement du simple vitrage. Ça, c'est le but premier pour, au final, faire baisser sa consommation, donc faire baisser sa facture et les émissions de gaz à effet de serre. Et là, pour cette deuxième phase-là, on réfléchit chauffage. On réfléchit quel mode de chauffage on a actuellement et vers quel mode de chauffage on souhaite tendre. Donc c'est notamment l'idée de ce webinaire-là, c'est de voir qu'il y a également cette option chauffage urbain qui est pertinente et qui peut l'être et qui s'intègre dans le cadre d'un projet de rénovation globale. Petit rappel sur les travaux qu'on appelle, de rénovation énergétique. Donc on est sur, comme je l'indiquais, donc l'isolation des parois opaques, donc l'isolation des toitures, quel que soit le type de toiture, toiture terrasse, les combles perdus, les combles aménagés. L'isolation des murs, donc qui donnent sur l'extérieur, donc ce qu'on appelle les murs extérieurs. L'isolation de ce qu'on appelle le plancher bas, donc c'est le sol au niveau du rez-de-chaussée, quand il donne sur un sous-sol, donc une cave ou un parking, peu importe, ou un vide sanitaire, ça peut arriver. Les menuiseries, donc les fenêtres, les portes d'entrée. La ventilation, qu'elle soit collective ou individuelle, la VMC, la ventilation mécanique, de type, hygroréglable, c'est encore mieux. Et donc comme je l'indiquais, le mode de chauffage et le mode de production d'eau chaude sanitaire. Petit rappel, il y a des critères de performance à respecter et donc ça, on pourra notamment le voir, par exemple, pour ceux qui veulent entrer dans le détail, donc on peut le voir dans le cadre de nos rendez-vous, donc tout ce qui est critères de performance à respecter pour l'isolation, les critères de rendement pour tout ce qui est appareil de chauffage et cetera. Le bon point de départ pour envisager un projet de rénovation globale, c'est ce qu'on appelle le diagnostic technique global. Le diagnostic technique global, c'est comme son nom l'indique, une étude qui est englobante, donc qui va étudier la rénovation énergétique sous l'angle technique, sous l'angle thermique, mais également sous l'aide architecturale et de fonctionnement de la copropriété. Et donc il se décompose, dire en 4 grandes, parties, 4 grandes séquences, 4 grandes phases. C'est l'analyse de l'état apparent des parties communes, donc ça donne une idée de l'état actuel, initial de la copropriété, comme je l'ai dit, tant sur le plan technique, que thermique, qu'architectural, qu'en termes de fonctionnement. On va également regarder la situation de la copropriété d'un point de vue réglementaire, donc là, on est plutôt sur tout ce qui est lié aux normes. Va intégrer un audit énergétique ou un diagnostic performance collective, donc là, on est plutôt pour le DPE collectif, pour les copropriétés qui se chauffent individuellement, mais en général, on est plutôt, sur un audit énergétique, not donc dans le cas des copropriétés chauffées collectivement, et donc là, on va faire on va entrer dans le corps du DTG, donc à savoir l'audit énergétique. Sachant, comme je l'indiquais, on est sur une idée de global, donc c'est étudié également sous l'angle, également architectural de l'état de la copropriété. Et enfin, on est sur l'analyse des améliorations possibles. Donc là, c'est à partir de là que se déclinent les scénarios de travaux, les conseils de travaux qui sont préconisés dans le cas du DTG. On a plusieurs scénarios qui sont préconisés avec, avec des gains énergétiques liés à chacun des scénarios préconisés, avec, une évaluation du coût des travaux, une évaluation du coût, du montant des aides, pardon, collectives, individuelles. Et donc ce DTG-là, c'est le point de départ parfait, je dirais, pour envisager un projet de rénovation énergétique. Voilà. Donc je vous renverrai, je vous envoie même pour la suite, donc pour les détails complémentaires liés au DTG, un webinaire qu'on a réalisé il y a quelques mois maintenant, qui est présent sur notre chaîne YouTube et qui entre dans les détails sur ce qu'est un DTG, sur, tout ce qui est lié aux aides, notamment de la métropole du Grand Paris, qui permet de financer une partie du DTG. Donc voilà. Donc voilà, ce que je voulais qu'on voit ensemble sur l'idée de rénovation globale et sur le fait que
le chauffage doit être réfléchi, doit être étudié également sur l'angle d'un projet plus englobant qui va permettre de limiter la déperdition énergétique à travers les travaux d'isolation et donc limiter les besoins de calories, donc de chauffage, d'énergie, qui permet de réduire les coûts donc de vos factures et également, tout ce qui est lié aux émissions de GES. Pour rappel, les process, un peu global d'un projet de rénovation énergétique et l'idée derrière ces petites flèches et ces petits tableaux, c'est juste de vous dire que l'ALEC intervient, en tant que tiers de confiance, quel que soit le niveau dans lequel vous vous trouvez dans votre projet de rénovation énergétique, donc de la phase amont, donc la phase préparation et audit, à la phase conception du projet, donc là on est plutôt sur la maîtrise d'œuvre, à la réalisation du travaux. On est mobilisable, lorsque vous le souhaitez, quand vous en avez besoin et on est, à votre disposition pour cela. Donc voilà, donc maintenant je vais, passer la main à Samy Noir, chef de projet réseau de chaleur et froid, chez Dalkia. Bonjour à tous. Merci Mustapha pour l'introduction. Donc moi, je me présente, je suis Samy Noir, responsable commercial sur les réseaux de chaleur et de froid pour Dalkia, notamment sur le périmètre de la Défense, et donc un périmètre qui fait partie du pôle Paris-Ouest La Défense, de l'EPT. Donc j'ai un rôle à la fois de chef de projet, donc je travaille beaucoup avec les collectivités sur comment améliorer nos réseaux de chaleur, comment intégrer plus d'énergie renouvelable pour qu'ils soient à la fois, on va dire, plus attractifs en termes écologiques, mais aussi qu'ils soient stables d'un point de vue des prix et décorrélés des énergies fossiles. Donc voilà, ça c'est mon rôle, on va dire à 50%. Et sur l'autre partie, j'ai un rôle aussi donc, de commercialisation des réseaux. Donc je suis un des interlocuteurs puisque maintenant on s'est structuré, on est plusieurs. On a eu énormément de demandes suite à la crise énergétique et la hausse des prix du gaz sur l'année 2022, qui de plus ont emmené le bouclier tarifaire par l'État et tous ces systèmes pour limiter, on va dire, l'impact sur les ménages. Et donc, voilà, donc depuis cette période-là, on est structuré. J'ai une personne qui travaille avec moi qui n'a pas pu se connecter ce soir, Maxence Grelet, mais éventuellement, voilà, ça pourrait être aussi votre interlocuteur dans le cas d'un raccordement. Aujourd'hui, avec l'ALEC, on avait prévu de parler précisément donc, de deux réseaux, le réseau de Courbevoie et le réseau de Suresnes. Donc, c'est deux réseaux qui sont en délégation de service public. Donc, c'est finalement un réseau qui appartient à la ville de Courbevoie et à la ville de Suresnes, qui délègue le service public de chauffage urbain à une entreprise spécialisée comme Dalkia. Et c'est des contrats plutôt long terme. Et donc, sur cette période de contrat, on va avoir la gestion, l'exploitation, la facturation, la commercialisation, donc tous les aspects du service public. Et on a forcément la ville qui nous accompagne, qui a un œil de contrôle sur nous et voilà, qui permet finalement que tout se passe pour le mieux sur la durée de notre contrat. Donc l'idée là, c'est de vous présenter en détail les deux réseaux et ensuite, comme le disait Mustapha, il y aura une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter vos questions, à les inscrire dans le chat et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Synergie. Donc, Synergie, c'est le réseau de chaleur de la ville de Courbevoie. Donc, Synergie, c'est très rapidement une filiale de Dalkia. Donc, Synergie appartient 100% à Dalkia et Dalkia fait partie du groupe EDF. Donc, pourquoi une société spécialisée pour le réseau? C'est justement la ville de Courbevoie qui nous demande de créer une société qui va s'occuper du réseau de chaleur et uniquement du réseau de chaleur et de froid. Ça permet à la ville en fait, d'avoir un contrôle sur les dépenses, les recettes de la délégation de services publics et donc de contrôler, on va dire en quelque sorte, l'activité de Dalkia sur le réseau de sa ville. Voilà. Donc Synergie, c'est la nouvelle société qui existe depuis 2018 et qui s'occupe du réseau de chaleur à Courbevoie. On va très rapidement regarder une présentation globale des réseaux de chaleur, voir un peu la mixité énergétique de Synergie.
il y aura une carte de la ville de Courbevoie pour voir à peu près, pour que vous ayez une idée de savoir où vous vous situez par rapport au réseau. Les informations tarifaires, on va dire plus ou moins à date, et la procédure derrière de contractualisation et ainsi que les contacts utiles de Synergie. Donc, pour la partie présentation, je le fais une fois hein, parce que je vais présenter deux réseaux. Donc, j'ai intégré ça dans la présentation du réseau de Courbevoie, Synergie. C'est la même chose pour Suresnes. Je vous donnerai les quelques détails, on va dire, techniques hein, de fonctionnement du réseau. Mais néanmoins, c'est le même principe. Donc, en fait, un réseau de chauffage urbain, c'est un réseau à l'échelle en fait, d'un quartier, voire d'une ville, voire peut même aller jusqu'à une agglomération. Historiquement, vous avez le réseau de la ville de Paris qu'on appelle le CPCU. Donc, c'est la compagnie parisienne de chauffage urbain qui alimente une très grande partie des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de la ville de Paris. Et finalement, en banlieue parisienne, on va dire l'évolution de l'urbanisme dans les années 70, la création d'une densité de consommation a poussé en fait les pouvoirs publics à développer des réseaux de chaleur. Donc c'est un peu un héritage, les réseaux de chaleur des années 70 dans le secteur de la petite couronne. Il y a aujourd'hui aussi des collectivités qui poussent pour développer des réseaux. Donc en tout cas, si l'infrastructure existe dans votre ville, c'est déjà un avantage parce que vous avez déjà un réseau qui existe, qui est à proximité de votre copropriété. Et donc les villes vont faire le maximum pour essayer de le développer, pour essayer de raccorder le plus de monde au réseau. Donc le principe, il est simple. On produit la chaleur à partir d'une production centralisée et on vient distribuer cette chaleur au travers de canalisations jusqu'en pied d'immeuble. Et du coup, en pied d'immeuble, finalement, on alimente le bâtiment grâce à une sous-station. Et cette sous-station, elle permet de découpler hydrauliquement votre réseau de chauffage à vous qui appartient à la copro et le réseau de chaleur qui appartient à la ville. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement. Vous comprenez que grâce à un réseau de chaleur, finalement, des solutions d'énergie renouvelable qui seraient peu rentables, voire pas rentables pour une copropriété, vont trouver un sens, vont avoir une viabilité économique de par la taille du projet. C'est-à-dire que l'avantage qu'on va avoir avec un réseau de chaleur, c'est que vu qu'on a plusieurs copropriétés, donc on a des milliers de logements raccordés, on va pouvoir mettre en place des solutions renouvelables à grande échelle et donc optimiser, on va dire, au maximum le coût de ces solutions et essayer de trouver une rentabilité par rapport aux énergies fossiles. Donc, c'est le principe du réseau de chaleur. Tous les réseaux sont en train de se verdir. Il faut avoir en tête qu'initialement, les réseaux étaient plutôt au fioul, ont évolué vers du gaz et aujourd'hui, les réseaux évoluent vers des énergies renouvelables. Donc, c'est le cas de Synergie. Je vais vous expliquer ce qu'on a entrepris depuis 2018 et pour bien comprendre finalement l'historique et les avantages finalement de la nouvelle délégation de service public Synergie qui succède à Senevia, qui était l'ancienne délégation sur la ville de Courbevoie. Donc, pardon, hop. Donc ça, c'est un petit zoom hein, pour que vous compreniez bien. Donc l'échangeur de chaleur, c'est finalement ce qui va venir remplacer votre chaudière. Donc ça, c'est important de le comprendre. L'avantage de l'échangeur, c'est que si vous avez une chaufferie en pied d'immeuble, souvent vous avez la place pour accueillir cet équipement. Ce n'est pas forcément le cas, par exemple, d'une solution pompe à chaleur. Si vous envisagez de mettre des pompes à chaleur sur votre copropriété, vous avez des contraintes, notamment pour les aérocondenseurs qui évacuent la chaleur et le froid, pardon, vous êtes en mode chauffage, qui évacuent le froid de la pompe à chaleur. C'est des aéros que vous allez devoir positionner en toiture, vous avez des règles d'urbanisme à respecter. Là, l'avantage du réseau de chaleur, c'est qu'on vient remplacer une chaudière et on est en pied d'immeuble, donc dans votre local chaufferie qui est existant, et on vient juste enlever la chaudière et mettre à la place de la chaudière un échangeur qui va permettre le transfert de la chaleur entre l'eau du réseau et l'eau de votre copropriété. On a la possibilité de chauffer le réseau de chauffage, mais également de produire l'eau chaude sanitaire qui vous alimente au niveau des salles de bain et des éviers.
Le réseau de chaleur Synergie. Donc, du coup, qu'est-ce qui a évolué et quels sont les points importants de cette nouvelle délégation de service public? Donc, premier point et pas des moindres, c'est le taux d'énergie renouvelable. Donc, Synergie a justement amélioré son taux d'énergie renouvelable pour atteindre plus de 50% depuis 2021. Donc, on a lancé le projet en 2018. On a eu le Covid qui s'est glissé au milieu de notre planning, donc ça s'est un peu décalé dans le temps. Mais finalement, on a mis en service une centrale de récupération d'énergie sur l'Hauts-de-Seine qui nous permet d'atteindre 50% d'énergie renouvelable. En termes d'économie de CO2, c'est quand même conséquent. C'est 12 500 tonnes de CO2 évitées par an. Je crois que ça équivaut, pour vous donner un ratio, à environ 7000 véhicules retirés de la circulation. Donc, ce n'est pas des moindres. C'est des émissions surtout de CO2 qui étaient de base émises sur le territoire, donc dans la ville de Courbevoie par la chaufferie du réseau, et qui aujourd'hui ne seront plus du tout émises et donc remplacées du coup par cette énergie renouvelable. Donc ça, c'est un point fort. C'est aussi ce qui permet d'envisager le futur du réseau et de se dire que grâce à cette énergie renouvelable, on sort du fossile et on essaye de se décorréler de la volatilité des prix des énergies fossiles au maximum. Ensuite, on a la partie chaleur. Donc, c'est une technologie, le réseau de chaleur, qui n'est pas nouvelle. Certains n'en ont pas connaissance puisque forcément, c'est un peu un métier de spécialiste et on n'est pas forcément au courant de comment échauffer notre voisin. Donc, il faut avoir en tête que le réseau de base fournit 90 gigawattheures de chaleur par an sur la ville de Courbevoie. C'est en équivalent logement, à peu près 10 000 équivalents logements. Donc aujourd'hui, vous avez quand même 10 000 logements sur Courbevoie en équivalent, comme je dis bien, puisqu'on chauffe aussi des bâtiments publics, on chauffe des bâtiments tertiaires, vu qu'on est très proche de la Défense. Mais en équivalent logement, ça représente à peu près 10 000 logements chauffés par le réseau. La volonté politique de la ville, et notamment de Jacques Kosowski, maire de Courbevoie, ça a été de dire, puisqu'on va le verdir, puisqu'on va mettre de l'énergie renouvelable, il faut pouvoir en faire profiter plus de monde. Donc, un des points aussi de Synergie, c'est de développer son réseau et d'essayer au maximum, quand il y a des possibilités techniques, quand c'est viable économiquement, de raccorder de nouvelles résidences. Du coup, pour vous dire, donc on est sur aujourd'hui à peu près 120 sous-stations, donc 120 postes de livraison qui délivrent de la chaleur à des bâtiments. À terme, on sera aux alentours de 160 à 170 abonnés. Donc, c'est-à-dire que le réseau de Courbevoie commence à devenir un réseau assez important par rapport au réseau existant en Île-de-France. Et ensuite, on a une partie réseau de froid qui concerne plus les bâtiments tertiaires de la Défense. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, ce n'est pas forcément important qu'on se focalise sur ce réseau de froid. Donc, les énergies qui alimentent le réseau à date. Donc, à date, on a 4 énergies principales. Donc, comme je vous l'ai dit, le réseau initial, avant l'arrivée de Synergie, était 100% gaz. Donc, de 100% gaz, on est passé à plus de 50% d'énergie renouvelable. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qui se passe, c'est que l'énergie que les abonnés du réseau achètent, au lieu d'être corrélée au prix du gaz, de subir un peu les fluctuations du marché de l'énergie, et finalement, ce mix-là va être un peu plus varié. On va être moins à la merci de la géopolitique internationale, des impacts sur l'évolution des prix du gaz, et on va être, on va dire, plus sur un tarif stabilisé. Donc, pour vous représenter ce graphique, en fait, c'est dans un mégawattheure de chaleur qui provient du réseau, c'est les pourcentages qui proviennent des différentes énergies. C'est-à-dire que quand vous achetez un mégawattheure de chaleur à Synergie, finalement, vous achetez 40% de récupération de chaleur sur les groupes froids de la Défense. C'est finalement cette chaleur-là qui est captée dans de l'eau de Seine. Vous avez ensuite 11% qui provient donc de la biomasse du réseau de chaleur de la Défense. Et ensuite, vous avez 17% d'électricité qui est nécessaire pour pouvoir récupérer cette chaleur sur la Seine.
Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Et le point important, c'est qu'on est passé de 100% du coup à 32% de gaz dans le mix. Donc ça a permis finalement on l'a bien vu sur ceux qui sont en copropriété, chauffés par du gaz, qui n'avaient pas forcément des prix fixes, en prix indexé, ou voire même qui avaient la renégociation de leur prix fixe en pleine crise. On a vu que le prix du gaz s'est envolé. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a pu mettre en service cette énergie renouvelable et donc réduire notre dépendance au prix du gaz de à peu près 70% sur cette énergie. Donc, ce n'est pas des moindres et on va voir surtout les impacts sur les évolutions du prix du réseau de chaleur en termes de prix de la chaleur. À terme, donc là c'était à date, c'est aujourd'hui, à terme on a une énergie complémentaire qui s'intégrera dans le mix, qui est de la récupération de chaleur sur les eaux usées. Donc c'est de l'énergie renouvelable complémentaire. Et cette énergie-là, du coup, elle va faire en sorte qu'on consomme moins de gaz encore, donc 3%, et elle va un peu grignoter des pourcentages sur la biomasse de la défense, qui passera de 11 à 9%. Donc ça, c'est à date. Le projet de création de centrales sur les eaux usées, il est en cours de discussion avec la ville de Courbevoie et il va se mettre en œuvre en fonction du développement du village de l'Age. C'est en fait un écoquartier qui est en train de se développer à la limite communale de Bois-Colombes et de Courbevoie. Et donc, en fonction du développement on va dire de l'écoquartier, on va créer cette centrale qui apportera un peu plus d'énergie renouvelable au mix énergétique quand il sera développé. Donc ça, c'est le principe de récupération de la chaleur sur l'eau de Seine. Donc ce principe de récupération de chaleur, il n'est pas très compliqué finalement quand on le vulgarise. En fait, initialement, la Défense climatise les tours de la Défense à travers d'un réseau de production d'eau glacée. Donc c'est un réseau de froid finalement, comme le réseau de chaleur, sauf que lui, il produit de l'eau froide et il vient refroidir les tours de la Défense. Et quand vous refroidissez en fait les tours de la Défense, vous devez évacuer cette chaleur par un moyen. Donc le moyen le plus connu des climatiseurs, si vous avez des climatiseurs, par exemple ceux qui ont des maisons individuelles ou autres, vous avez en fait souvent la partie extérieure du climatiseur qui finalement évacue la chaleur quand vous produisez la clim à l'intérieur de la maison en plein été. Et bien là, en fait, la subtilité de ce réseau de froid, c'est que plutôt que d'être refroidi par de l'air extérieur, qui est le principe classique de la production de climatisation, et bien ce réseau-là, il est refroidi par de l'eau de Seine. Alors, ça permet d'améliorer les performances énergétiques de la production de froid. Et en fait, l'avantage pour le réseau de chaleur de la ville de Courbevoie, c'est que l'eau de Seine, qui est captée à peu près à 7 degrés, elle est réchauffée par les climatiseurs de la Défense à une température de 25 degrés. Donc, cette température de 25 degrés, c'est ce qu'on appelle un gisement de chaleur récupérable. Initialement, cette chaleur-là, 25 degrés, elle est rejetée en Seine. Donc, on est contrôlé par les voies navigables de France, par plusieurs organismes qui s'occupent de la Seine. Et on a des limites de température, donc c'est 30 degrés. On ne peut pas rejeter pour ne pas bouleverser la biodiversité. Donc, il faut avoir en tête que ce 25 degrés-là, c'est de l'énergie qui était actuellement rejetée dans un milieu naturel et qui n'était pas réutilisée. Donc, l'idée de la ville de Courbevoie et de Dalkia, ça a été de dire, finalement, cette énergie-là, on va la capter pour renvoyer l'eau à 7 degrés comme on l'a puisée. Et finalement, cette chaleur-là qu'on va récupérer donc entre 25 et 7 degrés, on va la réinjecter dans le réseau de chaleur. La petite différence, c'est que pour chauffer un radiateur de copropriété, la plupart du temps, il vous faut en plein hiver 60-70 degrés dans le radiateur. Donc, vous comprenez qu'avec 25 degrés, on n'a pas la capacité à vous alimenter dans vos radiateurs. Donc, on a mis en place des pompes à chaleur. Donc, les pompes à chaleur qu'on a mis en place, elles sont situées place Charras, en sous-sol de la halle Marché. Et en fait, ces pompes à chaleur-là, elles permettent de rehausser les 25 degrés à 85 degrés au maximum. Ensuite, s'il y a des besoins de température complémentaires, on a la pointe au gaz, comme je vous montrais, on a encore du gaz quand même sur le réseau. Donc, la pompe au gaz qui vient réaliser la rehausse de température et le réseau peut partir au maximum à 105 degrés. Ce qui est important de souligner, c'est que nous, on a installé donc 15 000 kW de puissance de chaleur en pompe à chaleur. C'est l'équivalent de 1500 pompes à chaleur de maisons individuelles.
Donc, vous avez en fait dans la centrale de Courbevoie l'équivalent de 1500 pompes à chaleur de maison qui sont installées en un endroit et qui produisent pour la globalité du réseau de chaleur de Courbevoie. Donc ça, c'est le principe. Donc, qui dit réhausse de température, qui dit pompe à chaleur, dit forcément électricité. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que du coup, les 17% d'électricité que vous voyez ici dans le mix, ben, c'est nécessaire pour pouvoir récupérer ces 40% d'énergie qu'ensuite on rehausse avec l'électricité pour vous la distribuer et vous l'amener jusqu'à vos radiateurs. Voilà. Donc ça, c'est le principe technique du réseau de Courbevoie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le réseau de Courbevoie, il est ici en violet, un réseau existant. En bleu ciel, vous avez la liaison Hauts-de-Seine, c'est-à-dire là où on vient capter l'eau de Seine pour récupérer la chaleur, puis ensuite la valoriser dans les tuyaux violets. Et ensuite, on a des petits développements qui sont en cours de réalisation. Donc, comme vous le voyez, c'est des développements qui sont assez proches du réseau de chaleur. Néanmoins, on a un gros développement qui se fait ici, dans la zone de la rue Barbès, de l'avenue Marceau, où finalement, on vient raccorder en fait 500 logements de l'office HLM de Courbevoie. On a 300 logements qui se raccordent juste en face. Et sur le chemin, on a également plusieurs logements. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de développement. Ceux qui habitent dans le quartier, ils ont dû voir des travaux. Donc là, on est sur la deuxième partie et on devrait finir avant les Jeux Olympiques, donc en avril 2024. Donc ceux qui sont proches dans le webinaire, c'est ceux qui ont des copropriétés sur Courbevoie, proches. Donc c'est la zone qui est, on va dire, pas loin de la gare, rue Barbès, avenue Marceau, Jean-Pierre Timbaud, rue Kilford. N'hésitez pas à revenir vers moi après le webinaire. Vous pouvez me contacter par mail. On est un peu sursollicité puisqu'on est sur plusieurs réseaux. Il y a énormément de demandes aujourd'hui. On essaye de répondre, on va dire, le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Pour les autres copropriétés qui sont plus loin, on peut mener des études. Néanmoins, sachez que les coûts de raccordement au réseau sont quand même assez conséquents dans ce secteur-là de Courbevoie, même dans ce secteur-là de la région parisienne, puisqu'on est très proche de la Défense. On a énormément de concessionnaires sous voirie, énormément de réseaux électriques, gaz, eau. Et donc, dès qu'on ouvre la route pour mettre nos tuyaux de réseau de chaleur, on doit creuser très profond. Les travaux sont beaucoup plus chers puisqu'on a beaucoup de circulation à gérer. Donc, voilà, faut quand même être assez proche du réseau. Si vous êtes une petite copropriété, si vous êtes une grosse copropriété, on peut quand même regarder ce qui est faisable. Donc, on pense développer 27 gigawattheures d'ici 2025. 27 gigawattheures, pour vous donner une équivalence, c'est environ 27 copropriétés d'une taille de 100 logements. Donc, ça va assez vite, hein, puisqu'on raccorde, vous voyez, 500 logements ici, 300 logements ici. Donc, voilà, les 27 gigawattheures vont sûrement être remplis d'ici à 2025. Voilà. Néanmoins, on est disponible si besoin. Donc ça, c'est le matériel finalement qu'on implante en lieu et place de votre chaufferie. Ce qui est important de retenir sur ce schéma, c'est la limite de propriété en fait entre le réseau et votre installation. Et qui dit réseau de chaleur dit qu'on vient installer un nouvel équipement et ensuite on a finalement une répartition des responsabilités entre le concessionnaire, le délégataire du chauffage urbain et la copropriété. Donc nous, on remplace votre chaudière, on installe nos équipements qui se situent ici et puis finalement, on est propriétaire donc, de ce matériel. Donc, on a une responsabilité sur cet équipement-là. C'est-à-dire qu'au travers des tarifs qu'on vous facture, nous, on réalise la maintenance, on réalise l'entretien de ces équipements. Par contre, tout ce qui se situe dans la zone blanche, ça reste la propriété de la copropriété. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que comme vous avez en moins la chaudière à entretenir, vu qu'elle n'existe plus, la chaudière, et que l'échangeur est à la charge du réseau, normalement, votre contrat d'entretien de la partie chauffage de votre copropriété baisse de l'ordre de, nous on est sur des ordres de grandeur de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que souvent votre contrat d'entretien, il est composé d'une partie chaufferie, chaudière, équipement de distribution, et puis vous pouvez avoir aussi on va dire de la maintenance dans les logements. Si vous enlevez la chaudière, vous êtes souvent sur une économie de 50%. Pour des contrats qui se situent aux alentours de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Voilà, vous pouvez vous dire que vous allez potentiellement économiser
50% du contrat de maintenance. Donc ça, c'est pour la responsabilité, la propriété des équipements. On est un peu comme Enedis quand ils vous installent un Linky, c'est-à-dire que le Linky leur appartient. Et donc jusqu'au Linky, c'est Enedis qui est propriétaire du matériel et qui vous l'a installé. Et tout ce qui est derrière, c'est l'installation électrique de votre logement. Donc, ça reste votre propriété. Et donc, on est à peu près pareil à l'échelle du bâtiment, par contre, et sur le réseau de chauffage. Voilà. On va parler des informations tarifaires, donc combien ça coûte de se raccorder et les tarifs de la chaleur. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a deux montants où vous allez vous payer les travaux. Donc, c'est un coût d'investissement pour la copropriété. En fait, vous avez des droits de raccordement. Ces droits de raccordement, normalement, c'est un prix au mètre carré chauffé. La décision du maire de Courbevoie, ça a été de dire qu'il voulait exonérer les bâtiments existants de ces droits de raccordement. Donc, sur d'autres réseaux, hein, ce n'est pas le cas sur tous les réseaux, mais sur d'autres réseaux, vous pouvez avoir à payer des droits de raccordement. Sur Courbevoie, tous les bâtiments existants de type logement sont exonérés de ces droits de raccordement. Ensuite, vous avez des coûts de branchement. Donc, ces coûts de branchement, ils sont à estimer. Donc, si vous êtes très, très proche du réseau et que vous êtes encore dans la fourchette des 27 gigawattheures, on peut vous raccorder gratuitement. Néanmoins, si vous commencez à être à une distance importante, il y a un équilibre économique au sein du contrat. Donc, on ne peut pas investir de l'argent avec la ville s'il n'y a pas de retour sur investissement. On ne peut pas avoir un déséquilibre économique dans un contrat type concession marché public. Et donc, du coup, si vous ne rentrez pas dans ces critères, donc les critères sont quand même très restrictifs, il faut être vraiment collé au réseau. Mais si vous n'êtes pas collé au réseau, bah, vous avez un coût à supporter. Et ce coût-là, en fait, il a estimé. C'est-à-dire qu'on va chiffrer le coût de raccordement en fonction des mètres de réseau et puis le coût aussi du poste de livraison, donc de la sous-station en pied de bâtiment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est important, c'est que vous avez une aide d'État qui est liée au C2E, donc au certificat d'économie d'énergie. Donc les C2E, en fait, ont mis en place un coup de pouce. Donc le coup de pouce, c'est pour les bâtiments existants qui se raccordent à un réseau ENR. Et donc dans ce cas-là, vous avez en fait un montant de C2E qui est en plancher, donc qui est au minimum de environ 70 000 euros. Et ça peut aller à plus haut si votre copropriété a plus de 125 logements. C'est-à-dire que pour toutes les copropriétés inférieures ou égales à 125 logements, vous êtes sur un montant de C2E. Je vous donne un ordre de grandeur, hein, ça varie le cours des C2E, mais on est en ordre de grandeur à 70 000 euros. Donc déjà, vous avez une aide de 70 000 euros. Et puis après, si vous rentrez dans un projet plus global, donc de DTG, là où finalement vous allez avoir une rénovation énergétique de la copro, donc à la fois de l'isolation extérieure, du changement de menuiserie, du changement d'aération. Donc tous ces postes de travaux que vous allez faire, finalement vont apporter une réduction des consommations. Le réseau de chaleur, lui, il ne vient pas réduire votre consommation, il vient finalement verdir votre consommation. Donc, c'est-à-dire limiter votre recours aux énergies fossiles. Mais il faut avoir en tête que ça joue son rôle dans le DPE, c'est-à-dire que dans le DPE, vous avez une lettre pour combien vous consommez et une lettre pour combien de CO2 vous émettez. Donc, si vous baissez votre consommation, mais que vous n'améliorez pas finalement votre lettre sur vos émissions, eh ben, vous allez être pénalisé par les émissions et c'est l'étiquette des émissions qui sera utilisée. Donc, l'important, ce qu'il faut vous dire, et je pense que l'ALEC vous l'expliquera, mais c'est quand vous travaillez un projet de DTG, si vous êtes à proximité d'un réseau, ça peut être intéressant de se dire, finalement, on va à la fois chercher de la performance énergétique, donc réduire notre consommation, mais aussi limiter notre recours aux énergies fossiles. Et si vous faites les deux ensemble, vous cochez potentiellement toutes les cases pour obtenir un maximum d'aides en plus des C2E. Donc voilà, vous avez les aides MaPrimeRénov'. Enfin voilà, vous avez potentiellement un bouquet d'aides qui va avec un bouquet de travaux et qui est potentiellement plus intéressant que de faire des travaux découpés poste par poste. Voilà. Donc ça, c'est à analyser en faisant un DTG, en menant une étude complète. En tout cas, voilà, nous, quand on est sollicité, que ce soit par la copropriété ou par un bureau d'études qui mène un DTG, par l'ALEC, s'il vous réoriente vers nous, on prend votre dossier.
quand il y a un chiffrage travaux à réaliser, il faut avoir en tête qu'on n'est pas à 150 à chiffrer les réseaux de chaleur, donc ça peut prendre du temps, puisqu'en plus, on doit faire intervenir des géomètres, on ne peut pas chiffrer à l'aveugle, donc c'est un peu, voilà, ça prend un peu de temps, donc il faut anticiper au maximum vos demandes pour que nous, on ait le temps de se structurer et de pouvoir apporter des réponses. Donc voilà, donc, ce qui est inclus, hein, c'est on finance, au travers de ces travaux que vous payez, vous avez le réseau structurant, vous avez les sous-stations, et finalement, vous avez les outils de production aussi, hein, dans lesquels on a investi, les pompes à chaleur, etc., qui sont inclus finalement dans les tarifs du réseau de chaleur. Un réseau de chaleur, vous avez deux tarifs. Vous avez le tarif R1, le tarif R2. Le R1, c'est la consommation au compteur. Vous avez un compteur d'énergie. Plus votre copropriété consomme, plus vous payez. Donc, ce R1-là, c'est en euros du mégawattheure. On mesure la consommation avec un compteur. Et plus vous consommez, plus vous payez. Il faut avoir en tête que voilà, si par exemple vous n'avez pas baissé vos niveaux de température dans les logements de par la loi de sobriété énergétique, eh ben, baisser d'un degré, ça baisse de 7% à peu près la consommation. Donc, si vous voulez agir sur votre R1, sur un réseau de chaleur, il faut mettre en place des mesures pour moins consommer. Donc, ça peut passer par les températures de chauffage, par une meilleure régulation, un meilleur équilibrage. Ça peut être aussi des travaux, comme on le disait, via le DTG d'isolation. Et donc là, vous allez réduire votre facture R1. Donc cette facture-là, elle est proportionnelle à votre consommation. Et ensuite, vous avez une facture R2. Cette facture R2, c'est un abonnement. Cet abonnement-là, lui, il est facturé sur la base des kilowatts que votre bâtiment a besoin pour vous chauffer quand il fait moins 7 degrés extérieur. C'est-à-dire que vous choisissez le réseau, une pompe à chaleur ou une chaudière gaz à condensation, vous allez toujours dimensionner votre équipement pour qu'il puisse répondre à un besoin de chaleur nécessaire pour maintenir 19-20 degrés dans votre logement quand il fait moins 7 extérieur. Ben, nous, c'est le même principe. On calcule ce besoin. On vous dit, vous avez besoin de 500 kW quand il fait moins 7. On a ces 500 kW-là. On applique un coefficient qu'on appelle coefficient de surpuissance. Pour de l'habitat, c'est 10%. Donc, on finit à 550. Et c'est ce qu'on appelle les UFF. Et ça, ces UFF-là, on le multiplie par le R2. Donc, le R2, c'est en euros par UFF. Et finalement, ça vous donne votre coût d'abonnement annuel. La différence entre les deux, vous l'avez bien compris, c'est qu'un abonnement, c'est plutôt fixe. Une consommation, elle peut varier si l'hiver est froid, si l'hiver est moins froid. Et puis, elle peut varier aussi si les coûts des énergies évoluent. C'est-à-dire que si le gaz augmente, nous, on a une part gaz dans cette énergie qui est plus faible aujourd'hui, mais néanmoins, on en a une. Donc, si le gaz augmente, vous avez le R1 qui va un petit peu augmenter. Si l'électricité augmente, vous avez le R1 qui va augmenter. Si ça baisse, vous avez notre R1 qui va baisser. Pour le coup, le R2 est plutôt stable. C'est des charges plutôt fixes, des coûts de main-d'œuvre, des coûts de matériel. Et donc ça évolue plus ou moins de 2-3% par an en fonction de l'inflation. Donc vous avez une partie qui est plutôt stable, une partie qui suit la consommation et qui suit le coût des énergies. Vous avez tout le détail des prestations du R2 pour bien comprendre. Je vais passer rapidement. Donc, j'ai pris des tarifs indicatifs sur la base des prix de l'énergie qu'on a, surtout pour se projeter sur 2024. C'est ce qui est intéressant. Donc, voilà. Donc, il faut avoir en tête que le réseau de chaleur par rapport à une solution gaz, en fonction du prix du gaz que vous avez, si vous avez un prix fixe, c'est difficile de faire des comparaisons. Moi, je compare par rapport au prix du gaz sur le marché du gaz européen, le PEG. Donc, en fonction du prix du gaz, vous pouvez avoir une économie qui peut aller, là on est sur 30% pour le réseau de chaleur, quand on a un prix du gaz assez élevé comme on a eu ces derniers temps. Quand on redescend sur des prix du gaz un peu plus faibles, on n'a pas honte de le dire, un réseau de chaleur ne va pas forcément être plus compétitif qu'une chaufferie gaz quand le gaz n'est pas cher. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'avantage que vous avez, c'est que déjà d'une, vous avez un prix qui est décorrélé des énergies fossiles, donc vous êtes moins à la merci de l'évolution des prix du gaz. Demain, l'évolution des prix du gaz se réenvole encore une fois, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation compliquée, sans bouclier tarifaire, puisque l'État ne pourra pas mettre des boucliers tarifaires à chaque hausse des énergies fossiles. Et donc, vous allez être un peu à la merci. L'avantage du réseau, c'est que vous avez un mix varié. Donc, si le gaz augmente, vous allez voir l'augmentation arriver, mais elle sera 3 fois moins importante, puisque nous, on n'a que 30% de gaz. Et comme on a une part R2 dans la facture qui est importante et qui a un abonnement fixe, vous stabilisez aussi une partie de votre facture par l'abonnement. Donc, c'est tous les avantages du réseau de chaleur, c'est d'être décorrélé du prix des énergies fossiles,
d'être compétitif quand le prix des énergies fossiles s'envole et d'être plus ou moins dans les prix, voilà, dans les prix classiques quand le prix du gaz est sur des prix normaux. Des prix normaux, pardon. Hop. Je vous montre un exemple et c'est parlant, hein, c'est important. On a fait l'exercice de regarder ce qu'aurait donné le réseau si on était resté au gaz en termes de facture R1, ce qu'il aurait donné s'il était resté au gaz et ce qu'il a donné en bleu depuis qu'on est passé ENR. Donc nous, on est passé ENR en mai 2021. Donc on a fait l'exercice puisque c'est à partir de ce moment-là que la crise énergétique s'est fait sentir. C'est-à-dire que les prix du gaz ont commencé à augmenter. On voit finalement que avec le prix du gaz qui a augmenté, le R1 gaz du réseau n'a pas cessé de s'envoler pour atteindre 180 € en janvier. Je crois que le prix de la molécule de gaz est monté à 120 €. Pour recontextualiser, le gaz coûtait à peu près une quinzaine d'euros dans les années antérieures. Donc là, il est monté à plus de 100 €, donc il a fait x10. Donc nous, on a un prix du R1 gaz qui est monté à 180 €. L'avantage d'avoir verdi le réseau, d'avoir ramené une ENR, c'est que le prix du réseau, finalement, est resté plutôt stable. Alors, vous me direz, il est passé de 50 € à 88 €, donc il y a quand même eu une évolution. Mais quand on voit l'écart avec le gaz, c'est là où on voit en fait la stabilité du réseau, la résilience du réseau par rapport à l'évolution du prix des énergies fossiles. Donc finalement, on est à peu près 50% moins cher en janvier 22 que le prix d'un réseau tout gaz. Donc ça, c'est l'avantage des travaux qu'on a entrepris sur Cenergy. Les autres avantages, c'est qu'on a une TVA réduite, contrairement à du gaz ou du fuel. Donc, on applique une TVA à 5,5 sur nos tarifs. Ça, c'est l'État qui a mis en place une TVA réduite pour favoriser la compétitivité des réseaux de chaleur. On réduit vos dépenses d'entretien. Une fois que vous avez investi dans le réseau de chaleur, en fait, c'est un investissement que vous avez fait à vie. C'est-à-dire qu'une chaudière, il faut la remplacer tous les 15-20 ans. Quand la chaudière tombe en fin de vie, c'est-à-dire qu'elle est plus fonctionnelle, vous, la copro, vous devez voter en AG. Finalement, la rénovation de la chaufferie, ça peut aller de 100 000 € pour une petite copropriété à plusieurs centaines de milliers d'euros pour des plus grosses. Là, l'avantage, c'est que vous vous raccordez une fois au réseau et sur toute la vie du bâtiment, vous n'aurez plus jamais d'investissement à faire. Donc ça, c'est un très gros avantage du réseau de chaleur. Ensuite, vous enlevez la combustion sur place. Alors, on ne met plus de risque d'incendie. Normalement, les chaufferies sont aux normes. Quand vous avez une combustion en pied d'immeuble, vous avez toujours un risque. Là, vous supprimez ce risque-là. Vous n'avez plus d'arrivée de gaz. Vous n'avez plus de combustion sur place. C'est un échange de chaleur entre deux eaux, une eau plus chaude qu'une autre. Ça s'arrête là. Vous n'avez plus de fumée sur votre copropriété. Vous n'avez plus forcément d'odeur. Alors, quand on parle d'odeur, souvent le fuel, quand vous avez du stockage de fuel, vous pouvez avoir un peu des odeurs. Et puis ensuite, vous avez surtout plus de bruit, c'est-à-dire qu'une chaudière, quand elle se met en fonctionnement, quand une chaudière s'allume, s'éteint, elle a tendance à vibrer, à démarrer, il y a un brûleur. Donc, vous avez un peu de bruit, ça peut générer des gênes pour les locataires qui sont à proximité des locaux de chaufferie. Là, ce n'est plus le cas puisque vous n'avez plus du tout de système technique, vous avez un échangeur qui ne fait pas du tout de bruit. Et en chauffage vertueux, on a une solution qui est issue de ressources renouvelables, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc finalement, on se décorrèle, comme on vous le disait, des énergies fossiles. Donc ça, c'est les avantages du réseau. La procédure de contractualisation, donc on vous présente un comparatif économique, on vous montre les intérêts du réseau, on vous envoie une présentation pour votre copropriété. Ensuite, vous passez en AG le vote du raccordement. Si le raccordement est voté, ensuite, on a une phase avec la ville où finalement, on va valider le tracé, on va voir s'il y a d'autres raccordements qui sont réalisés sur le même tracé. Et une fois que c'est validé par la ville, nous, on a un arrêté de voirie et on peut commencer les travaux en voirie publique. On démarre les travaux, les délais moyens, ça va de 2, 3, voire 4 mois en fonction de la taille des travaux. Donc voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un projet de réseau de chaleur, ça s'anticipe. Si vous voulez vous raccorder pour l'été 2024, il aurait fallu qu'on commence à travailler limite un an avant pour qu'on arrive à caler l'AG, qu'on arrive à caler les travaux avec la ville et qu'on puisse arriver un an après dans votre copropriété avec le réseau. Donc voilà, vous avez les contacts utiles. Je transmettrai la présentation à l'ALEC. Elle pourra vous la diffuser. Donc là, nous, on est vraiment les contacts commerciaux Saminoir et Maxence. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On essaie de répondre du mieux qu'on peut. Ensuite,
Pour la partie technique, c'est plus en phase d'étude. Donc, on va avoir un ingénieur travaux qui va venir dans votre copropriété, vérifier qu'on puisse passer nos canalisations, que ce n'est pas trop compliqué. Et une fois qu'on a vérifié qu'on pouvait faire les travaux, Rodolphe ou Mehdi voilà, donneront un go. Une fois que le go est validé, on lance les travaux et c'est donc Rodolphe et Mehdi qui s'occupent de la partie réalisation de travaux. C'est plus vos interlocuteurs une fois que vous avez acté les travaux et qu'on passe à la réalisation. Puis une fois que vous consommez du chauffage, au quotidien, vous avez une équipe exploitation qui gère le réseau au quotidien. Donc sur la défense, ils sont une quarantaine de personnes. On a 40 techniciens et on a un directeur qui gère toute la défense. Et donc ils sont réactifs. On est basé pas loin, on est basé à Courbevoie, proche du boulevard circulaire de la Défense. Donc on intervient très rapidement dans les copropriétés. Voilà pour Synergie. Très rapidement, je peux vous faire Suren aussi, c'était prévu. Donc Suren, c'est le même principe que Synergie, sauf que là, on est sur un réseau qui finalement existe depuis très longtemps, mais surtout qui a un contrat qui date de 1999. Donc la différence avec Courbevoie, qui a un nouveau contrat de réseau de chaleur avec une ville, c'est que le contrat étant ancien, on n'a pas de lignes d'investissement qui sont prévues par la ville pour raccorder les copropriétés gratuitement, comme on peut le faire sur Courbevoie. Néanmoins, le réseau raccorde aujourd'hui des bâtiments neufs. On a pas mal de bâtiments neufs qui se raccordent à Soclis. Après, on avait un réseau qui était totalement au gaz il y a encore de ça 3 ans. Et avec la ville, on a mis en place un projet de verdissement. Donc, je vais vous le présenter. Donc, il faut avoir en tête que le réseau de la ville de Suresnes, il s'étend sur la partie nord. Et donc, une partie qui remonte à proximité de Nanterre et Puteaux, et sur une partie sud qui dessert plus ou moins le centre-ville et qui dessert le centre-ville et les zones, on va dire, de bureaux du centre-ville de Suresnes. Donc ça, c'est le réseau de chaleur. C'est 60 gigawattheures d'énergie quand même vendus par an, donc ça fait à peu près 6000 équivalents logements. On est sur un réseau qui est plus petit que le réseau de Courbevoie. Initialement, sur le réseau, on avait une turbine à gaz qui produisait de l'électricité pour EDF et qui valorisait la chaleur sur le réseau pour les abonnés, et du gaz qui faisait le complément de la cogénération. Donc ça, c'est des réseaux anciens qui avaient ce type de fonctionnement. C'était très bien pour l'époque déjà de pouvoir cogénérer, produire de l'électricité et de la chaleur. Néanmoins, c'est un réseau qui était fonctionné quasiment au gaz, 100% gaz. Donc l'idée, ça a été de réfléchir sur comment verdir ce réseau, comment améliorer ce réseau en termes d'approvisionnement en énergie. Là, je vous ai mis les tarifs indicatifs du réseau. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, ce qui a été imaginé par la ville de Suresnes et d'Alkia, c'est en fait de mettre en place une pompe à chaleur, comme sur Synergie finalement, mais là qui ne récupère pas de l'eau chaude sur la Seine, qui va récupérer en fait de l'eau sur une production pareille de froid et qui évacue ses calories dans l'air. C'est une centrale qui s'appelle ICIS, qui est collée à la centrale de Soclis, du réseau de Suresnes. Et en fait, on a mis en place cette récupération de chaleur. Donc, une pompe à chaleur, c'est une installation industrielle qui ressemble à ça et qui va d'un côté en fait, capter la chaleur et la restituer au réseau de chaleur via son condenseur. Donc, l'idée, c'est de capter de la chaleur à 30 degrés, puis de la rejeter aux alentours de 65-70 degrés. Donc, grâce à ça, finalement, on est passé d'un réseau qui était au gaz à 100%. En 2022, on est passé sur un réseau à plus de 50% d'énergie renouvelable. Donc, on a une vingtaine de pourcents qui provient de la récupération de chaleur fatale, donc IRCF, installation de récupération de chaleur fatale, et 36% qui provient du biogaz. Donc, le biogaz, qu'est-ce que c'est? C'est des certificats de garantie d'origine. On achète finalement une garantie à un producteur de biogaz, donc ça peut être un agriculteur qui a un méthaniseur qui réinjecte dans le réseau de gaz national, et on lui achète les mégawattheures. Lui, il a une preuve qu'il a injecté un mégawattheure de biogaz dans le réseau de gaz national, et nous, finalement, on contribue à structurer la filière biogaz en subventionnant, en payant ces personnes-là qui mettent en place des projets de méthaniseurs. Donc, forcément, le réseau de gaz, tout le gaz est mélangé. Donc, nous, on consomme du gaz, pas forcément savoir si c'est réellement du biogaz ou du gaz naturel, d'un point de vue physique.
Mais il faut avoir en tête que voilà, grâce à ça, on arrive à financer une structure, à structurer et financer le biogaz en France. C'est quand même aussi un des enjeux pour sortir de la dépendance au gaz des pays qui sont à l'extérieur de l'Europe. Donc voilà, donc Soclis, c'est quand même un réseau qui reste potentiellement gaz, puisque finalement, on a 20% de récupération de chaleur fatale, 36% de biogaz qui reste quand même lié à l'achat de gaz et 43% de gaz. Donc ça, c'est le réseau. Grâce quand même à notre 50% de NR, on a réussi à bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% sur notre tarif R1. Donc ça permet de générer une économie. Grâce aussi au projet qu'on a réalisé sur le réseau de mettre en place une récupération de chaleur fatale, on a bénéficié de subventions de l'État, des C2E, qu'on redistribue dans l'abonnement à tous les abonnés. Donc voilà, ça c'est le principe du réseau. Ce qui est intéressant de voir par rapport à la Synergie, c'est de voir un peu l'évolution aussi du prix du réseau par rapport au prix du gaz. Donc on voit, hein, là, on a un prix du gaz qui a fait x7 sur l'année 21-22. Du coup, ce qui est important de regarder, c'est combien coûte une chaufferie au gaz, combien coûte le réseau Soclis si on n'avait rien fait, combien coûte le réseau maintenant qu'on est 50% ENR. Donc on le voit, en fait, le réseau Soclis reste plus ou moins proche des prix d'une chaufferie gaz, puisque pour l'instant, on a réussi à verdir que 20% du réseau. On a quand même fait de l'investissement. Néanmoins, on est moins cher que ce qu'il aurait pu être si on n'avait rien fait. Et on reste néanmoins proche des prix et inférieur à un prix d'une chaufferie gaz. Donc ça c'est le bilan qu'on a aujourd'hui. L'idée quand même, c'est d'améliorer ce réseau en termes de prix et de compétitivité par rapport au gaz. Donc la ville de Suresnes travaille avec nous et va relancer une consultation pour le nouveau contrat dans les prochaines années. Et on espère pouvoir proposer des énergies renouvelables qui vont prendre un peu plus de place dans la production d'énergie qu'on vous fournit. Là, c'est un exemple d'écart de prix. Donc, on voit que pendant la crise en 2022, on a un prix du gaz qui s'est envolé. Finalement, en vert, c'est le prix du réseau de chaleur Soclis. En orange, c'est le prix que le réseau de chaleur aurait coûté si on n'avait rien fait. Donc, on voit en fait que finalement, le projet qu'on a mené avec la collectivité sur Suresnes permet d'avoir un réseau qui est à peu près 30% moins cher que ce qu'il aurait été si on n'avait pas agi. Donc, on est quand même assez fiers d'avoir fait les travaux avant la hausse des prix du gaz. Dernier point sur Suresnes, c'est l'avenant 7. On vient de signer un avenant avec la ville et c'est intéressant puisque en fait, la ville s'est rendu compte qu'on était quand même encore très sensible à l'évolution des prix des énergies fossiles. Et donc, la ville a statué que c'était intéressant de négocier avec les fournisseurs de gaz un prix fixe au moment où le gaz est redescendu pour essayer de figer nos tarifs et d'avoir un prix du réseau de chaleur qui soit, on va dire, moins élevé que ce qui peut être si le prix du gaz se réenvole. Donc là, on a le prix qui est sur la fin d'année 2023 figé à 130 € TTC. Donc ce prix-là, finalement, nous permet d'avoir une économie sur le prix du gaz, si le gaz coûte très cher, qui est conséquente. Aujourd'hui, le gaz est plutôt bas, il est redescendu. Donc, le réseau peut être un peu plus cher qu'un contrat gaz après indexé pour une copropriété. Néanmoins, le pari de la ville, c'est de se dire que sur les 3 prochaines années, on a un prix qui est figé et on est plutôt à l'abri des fluctuations des prix du gaz. On n'est pas à l'abri que ça reparte. Donc, la ville a pris cette décision. On a proposé des prix fixes et aujourd'hui, voilà, on a un prix qui est figé. Le prix peut un peu varier puisqu'on a quand même 20% qui sont pas liés au gaz. Donc, si ces 20%-là baisse, et c'est le cas qu'on va avoir sur 2024. On pense que voilà, le prix de la récupération de chaleur fatale va baisser, qui est lié au prix de l'électricité. Et donc, on risque quand même d'avoir un prix qui va être aux alentours de 115, 120 € du mégawattheure. Par rapport à une chaufferie gaz, quand le gaz en 2022 coûtait très cher, le réseau devient très compétitif. Maintenant, par rapport au prix actuel du gaz, on est à peu près au prix que coûte une chaufferie gaz à une copropriété. L'avantage du réseau aujourd'hui, voilà, c'est qu'on a une visibilité des tarifs sur 3 ans. On sait que les tarifs sont fixes. On a pas mal de copropriétés et de syndics qui cherchent aussi une stabilité dans les charges, puisqu'on sait que provisionner des charges, anticiper les évolutions des énergies
c'est assez complexe, surtout dans les périodes comme on a connues. Donc voilà, c'est un des avantages aussi du réseau de chaleur Soclis, c'est qu'il a un tarif plutôt figé pour les 2-3 prochaines années. Voilà. Donc, j'ai terminé la présentation des 2 réseaux. Parfait, merci vivement à Samy Noir pour sa présentation et pour, sa présence tout simplement. Je clôture maintenant la présentation. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Au revoir, merci.